Le soleil de midi écrasait le petit village, inondant les cases de lumière dorée. Aïssata, la main posée sur son ventre arrondi, avançait lentement vers le puits, ses sandales soulevant la poussière rouge. Chaque pas était lourd, non seulement à cause de sa grossesse de 7 mois, mais aussi du fardeau invisible qu'elle portait dans son cœur. Depuis des semaines, son mari, Moussa, n'avait plus un mot tendre pour elle. Ses regards, autrefois chauds comme un feu de camp, étaient devenus durs et froids. Il parlait peu, et quand il le faisait, c'était avec des phrases sèches, tranchantes comme la lame d'une machette. Aïssata sentait que quelque chose se préparait, un orage qui couvait derrière les murs de leur maison en banco. Les murmures des voisines, qu'elle surprenait parfois, parlaient de Moussa, de ses fréquentations récentes et d'une femme qu'il voyait en cachette. Mais elle n'osait pas y croire. En tirant l'eau du puits, ses mains tremblaient. Elle se souvenait des promesses de Moussa le jour de leur mariage. « Tant que je vivrai, tu ne manqueras de rien. » Mais aujourd'hui, elle avait peur. Une peur sourde qui lui disait que sa vie allait bientôt basculer. Ce soir-là, alors que le vent chaud soufflait entre les baobabs, Aïssata entendit la voix de son mari l'appeler, sèche et autoritaire. « Aïssata, nous devons parler. » Elle sut, à cet instant précis, que rien ne serait plus jamais comme avant. Aïssata s'assit lentement sur la natte tressée, les mains croisées sur ses genoux. Moussa restait debout devant elle, les bras croisés, le regard fuyant, comme s'il cherchait ses mots. Mais elle sentait que ce qu'il allait dire n'avait rien d'un dialogue. C'était un verdict. « Aïssata, » dit-il enfin, sa voix basse mais tranchante, comme celle d'un juge. « Ce mariage ne peut plus continuer. » Les mots tombèrent sur elle comme des pierres brûlantes. Son cœur se serra. Elle cligna plusieurs fois des yeux, espérant avoir mal entendu. « Moussa, que veux-tu dire ?» murmura-t-elle, la gorge nouée. Il détourna le regard vers la porte ouverte, où l'on voyait le ciel se teinter de rouge au crépuscule. « Je veux dire que tu dois quitter cette maison. » Aïssata sentit un frisson glacial parcourir son dos, malgré la chaleur du soir. « Quitter ? Maintenant ? » Avec son ventre rond, ses jambes lourdes, son souffle court. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle, presque dans un sanglot. Moussa soupira, évitant toujours ses yeux. « Je ne te dois pas d'explication. Mais j'ai pris ma décision. C'est mieux pour nous deux. » Elle comprit alors qu'il n'y avait pas de « nous deux ». Il y avait lui et son choix. Et ce choix, c'était de la rayer de sa vie. Une larme roula sur sa joue, se mêlant à la sueur salée qui perlait de son front. Dans son ventre, le bébé bougea, comme s'il avait senti la tempête qui venait de s'abattre sur sa mère. Aïssata savait qu'à partir de ce soir, elle n'aurait plus seulement à protéger son enfant du monde extérieur, mais aussi de celui qui était censé être son père. La lune montait lentement dans le ciel, ronde et blanche comme un œil silencieux qui observait la tragédie en cours. Dans la maison, le silence était pesant, seulement brisé par le souffle irrégulier d'Aïssata. Elle était assise sur le sol, le dos contre le mur, fixant ses maigres affaires entassées dans un coin. 2 pagnes, une vieille calebasse, et un foulard que sa mère lui avait offert le jour de son mariage. Chaque objet était un morceau de sa vie, un fragment de ses souvenirs avec Moussa. Souvenirs qui maintenant lui brûlaient le cœur. Elle entendait les pas lourds de son mari dans la pièce voisine, allant et venant, comme s'il avait hâte de la voir franchir la porte. Vers minuit, il apparut dans l'embrasure, son ombre se découpant dans la lumière pâle qui filtrait de la cour. « Tu peux partir dès maintenant. » La voix était ferme, glaciale, sans une once de compassion. Aïssata sentit un goût amer dans sa bouche. Partir, à cette heure, enceinte, dans la nuit noire? Elle tenta encore une fois. « Moussa, attends au moins le matin. Il y a des hyènes dehors, des hommes qui rôdent. » Il détourna le regard, ses doigts jouant nerveusement avec un chapelet. « Ce n'est plus mon problème. » Les mots claquèrent comme une gifle. Aïssata se leva avec lenteur, chaque geste lourd et douloureux. Elle prit ses affaires, noua son foulard, et sortit dans la cour. L'air de la nuit était chaud, chargé de poussière et de l'odeur lointaine de bois brûlé. Au moment de franchir le portail, elle s'arrêta et se retourna. Moussa restait dans l'ombre, immobile. Il ne lui adressa pas un dernier regard. Alors, le cœur serré, Aïssata fit ses premiers pas vers l'inconnu, le ventre en avant, portant en elle non seulement son enfant, mais aussi le poids d'une trahison qu'elle n'oublierait jamais. La nuit africaine enveloppait tout d'un voile lourd et mystérieux. Le silence n'était jamais complet. Au loin, les cris aigus des hyènes montaient comme des éclats de rire moqueurs, et le bruissement des herbes sèches trahissait la présence d'animaux invisibles. Aïssata avançait lentement sur le petit chemin sablonneux qui quittait le village. Ses sandales s'enfonçaient dans la poussière rouge, et chaque pas lui semblait plus long que le précédent. Son ventre pesait lourd, et parfois une douleur sourde lui traversait les reins, la forçant à s'arrêter pour reprendre son souffle.
Elle serrait son foulard autour de ses épaules, non seulement pour se protéger de l'air de la nuit, mais aussi comme si elle voulait s'envelopper dans un souvenir rassurant de sa mère. Dans sa tête, des images surgissaient sans prévenir. Le sourire de Moussa lors de leur premier marché ensemble, leur rire sous le manguier, puis, brutalement, son regard glacial quelques heures plus tôt. Chaque bruit dans les fourrés lui donnait un sursaut. Elle savait que les routes de nuit n'étaient pas seulement dangereuses à cause des bêtes sauvages. Il y avait aussi les hommes. Des voleurs, des vagabonds, ou pire encore. Le chemin traversait un petit bois de karité, et l'ombre dense des arbres donnait l'impression qu'elle marchait dans un couloir sans fin. La lumière de la lune filtrait à peine, découpant des silhouettes étranges qui dansaient sur le sol. À un moment, elle entendit des pas derrière elle. Son cœur s'emballa. Elle accéléra, ses jambes tremblantes, le souffle court. Les pas se rapprochaient. Alors, elle fit un geste instinctif. Elle plaça ses mains sur son ventre, comme pour protéger l'enfant, et se prépara à courir. Mais une voix familière s'éleva dans l'obscurité. « Aïssata, c'est moi. » Elle se retourna brusquement, les yeux écarquillés. Sous la lumière vacillante de la lune, une silhouette sortit des buissons. Aïssata plissa les yeux et son cœur se calma légèrement lorsqu'elle reconnut Mariam, sa voisine et amie d'enfance. « Mariam, souffle-t-elle, la voix tremblante. Tu m'as fait peur. » La jeune femme s'approcha rapidement et prit les mains d'Aïssata entre les siennes. « Je suis désolée. Je t'ai vu quitter la maison de Moussa, tes affaires dans les bras. J'ai compris qu'il t'avait chassé. » Aïssata baissa la tête. Les mots de son amie touchaient une plaie encore ouverte. Elle ne voulait pas pleurer ici, au milieu du chemin, mais ses yeux se remplirent malgré elle. Mariam jeta des regards nerveux autour d'elle. « Tu ne peux pas marcher seule à cette heure. Viens, il faut que je t'accompagne au moins jusqu'à la vieille route, là où il y a des cases encore éclairées. » Elles reprirent la marche côte à côte, Mariam portant la calebasse d'Aïssata pour lui alléger le fardeau. Leurs pas faisaient un bruit feutré dans la poussière, et, malgré la peur, Aïssata ressentit un peu de chaleur dans cette présence silencieuse. « Pourquoi il t'a fait ça ?» demanda enfin Mariam d'une voix basse, presque comme si elle craignait que la nuit elle-même les écoute. Aïssata secoua la tête. « Je ne sais pas, ou peut-être que je sais. Il voit une autre femme. » Mariam serra les lèvres, le regard sombre. Elles continuèrent sans un mot jusqu'à ce qu'un bruit étrange, plus grave qu'un cri de hyène, résonne au loin. Les deux femmes s'arrêtèrent net. Dans l'ombre, deux yeux brillaient, immobiles. Les yeux jaunes luisaient comme deux lanternes suspendues dans l'obscurité. Aïssata sentit son ventre se contracter, non pas à cause de l'enfant, mais sous l'effet d'une peur animale. Mariam posa instinctivement un bras devant elle, comme pour la protéger. Le silence autour d'elle devint plus lourd. Même le vent semblait s'être arrêté. Puis, un bruit de pas lourd sur la terre battue résonna. Une ombre massive s'avança lentement, révélant la silhouette d'un chien errant, maigre mais au croc luisant. Doucement, murmura Mariam, la main tremblante. « Ne bouge pas trop vite. » Le chien grognait, avançant par saccades, le regard fixé sur elle. Dans un geste désespéré, Mariam attrapa une pierre à ses pieds. « Recule !» cria-t-elle, la voix brisée par la peur. Elle lança la pierre, qui frappa le sol devant l'animal. Celui-ci recula de quelques pas, grogna encore, puis finit par disparaître dans les hautes herbes, ses yeux disparaissant comme deux braises qui s'éteignent. Aïssata inspira profondément, ses mains toujours sur son ventre. « Si mon cœur bat plus fort, c'est l'enfant qui va croire qu'on court. » Mariam esquissa un sourire nerveux, mais son regard trahissait l'inquiétude. « On doit atteindre un endroit sûr avant que quelque chose d'autre n'arrive. » Elles reprirent la marche, un peu plus vite cette fois. La poussière volait sous leurs pas, et chaque bruit dans la nuit semblait maintenant plus menaçant. Pourtant, au loin, une lueur vacillante apparut, celle d'un feu, signe de vie humaine. « C'est peut-être chez le vieux Oumar, » dit Mariam. « Il aide toujours ceux qui frappent à sa porte. » Elles accélérèrent. Mais à quelques mètres de la lumière, une silhouette d'homme se détacha devant elles, les obligeant à s'arrêter net. L'homme se tenait droit, les bras croisés, la tête légèrement penchée comme pour les jauger. La lumière du feu derrière lui dessinait sa silhouette, mais son visage restait dans l'ombre. « Qui va là ?» demanda-t-il d'une voix grave. Mariam fit un pas en avant, gardant Aïssata légèrement derrière elle. « C'est nous, Mariam et Aïssata. On cherche un abri. » Il fit quelques pas vers elle, et son visage se révéla enfin. C'était bien le vieux Oumar, un homme au dos voûté mais aux yeux encore vifs malgré l'âge. Sa barbe grise descendait jusqu'à sa poitrine. « Aïssata » murmura-t-il, surpris. « Que fais-tu sur cette route à une heure pareille, et dans ton état ?» Les mots « dans ton état » résonnèrent comme un écho douloureux pour elle. Elle baissa les yeux,
incapable de répondre. C'est Mariam qui prit la parole. Moussa l'a mise dehors, ce soir même. Oumar hocha lentement la tête, comme si la nouvelle ne l'étonnait pas vraiment. J'avais entendu des rumeurs, mais je ne pensais pas qu'il oserait. Il leur fit signe d'entrer dans l'enceinte de sa cour. Le feu brûlait au centre, projetant des ombres dansantes sur les murs en terre. Une vieille natte était étendue près d'un tabouret, et l'odeur du mil grillé flottait dans l'air. « Asseyez-vous, dit-il doucement. Vous êtes en sécurité ici, pour cette nuit au moins. » Aïssata sentit un poids se lever légèrement de ses épaules. Mais au fond d'elle, elle savait que ce répit n'était que temporaire. Le lendemain, il faudrait décider où aller et comment survivre. La chaleur du feu caressait le visage d'Aïssata, mais ne parvenait pas à réchauffer son cœur glacé. Elle s'assit sur la natte, les jambes repliées, tandis que Mariam s'installait à côté d'elle. Le vieux Oumar, assis sur son tabouret, remuait doucement les braises avec un bâton, comme s'il cherchait ses mots dans la danse des flammes. « Ma fille, dit-il enfin, sa voix grave et lente. Ce que Moussa t'a fait, ce n'est pas un accident. » Aïssata releva les yeux, intriguée et inquiète à la fois. « Que veux-tu dire ?» Oumar soupira. Depuis plusieurs lunes, il passe ses soirées chez la veuve Fanta, de l'autre côté du marché. Les gens parlent. Il n'essaie même plus de cacher ses visites. Certains disent qu'il a promis de l'épouser après t'avoir renvoyé. Ces mots transpercèrent Aïssata comme une flèche. Elle avait soupçonné quelque chose, mais entendre la vérité de la bouche d'un ancien respecté donnait à cette trahison une lourdeur insupportable. Mariam, les poings serrés, cracha presque les mots. Et il a eu le cœur de la mettre dehors, enceinte, en pleine nuit. Oumar hocha la tête. Les anciens du village ont fermé les yeux. Moussa a de l'argent maintenant. Et ici, ceux qui ont les poches pleines peuvent salir les mains sans que personne ne parle. Aïssata baissa la tête, ses mains caressant machinalement son ventre, comme pour rassurer l'enfant qui bougeait à l'intérieur. Alors, je n'ai plus de maison. Oumar posa une main calleuse sur son épaule. Tu n'as plus de maison là-bas, mais tu as encore un chemin devant toi. Et il faudra le choisir avec courage. Les flammes crépitaient, projetant des ombres rouges sur leurs visages. Dans le silence qui suivit, Aïssata comprit que la nuit serait longue, et que l'aube ne viendrait pas avec toutes les réponses. Le chant des coqs annonçait déjà le jour lorsqu'Aïssata ouvrit les yeux. La lumière grise de l'aube se glissait par la petite ouverture du mur, caressant les nattes où elle avait trouvé un sommeil agité. Ses paupières étaient lourdes, non pas de fatigue physique, mais de cette lassitude profonde qui naît quand le cœur est brisé. Mariam dormait encore, roulée dans son pagne. Le vieux Oumar, lui, était déjà debout, assis près du feu qu'il rallumait doucement, le visage grave. L'odeur du mil chaud flottait dans l'air. Aïssata se redressa lentement, posant instinctivement ses mains sur son ventre. L'enfant bougeait. Elle sentit un pincement au cœur. Peu importait ce qui lui arrivait, elle devait rester debout pour lui. « Tu es réveillé ?» dit Oumar d'une voix basse. « Il faudrait que tu partes avant que le soleil soit haut. Moussa ne t'a pas seulement chassé. Il a dit au marché que tu n'es plus sa femme. » Les mots tombèrent comme une pluie glaciale. Dans leur culture, une telle déclaration était presque une condamnation sociale. Les portes des autres maisons se fermeraient, les regards se détourneraient, et les rumeurs s'enrouleraient autour d'elle comme des lianes venimeuses. « Où pourrais-je aller ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Oumar réfléchit un instant. « Ta tante, à 2 jours de marche, dans le village de Koumbala. C'est loin, mais elle t'accueillerait. 2 jours enceinte, avec si peu de provisions ?» Le chemin était semé de dangers. Et pourtant, rester ici signifiait affronter la honte chaque matin. Mariam se réveilla à ce moment-là et posa la main sur l'épaule d'Aïssata. « Si tu veux, je t'accompagne jusqu'à mi-chemin. » Aïssata ferma les yeux. Le choix se dessinait déjà devant elle, dur et tranchant. Elle savait qu'avant la fin de cette journée, elle devrait décider. Et cette décision changerait son destin pour toujours. Le soleil montait doucement, teintant la poussière rouge du chemin d'une lumière dorée. Aïssata avait noué son pagne fermement autour de sa taille pour soutenir son ventre et portait sur sa tête un petit panier contenant ses maigres affaires, quelques vêtements, un peu de mil et le foulard de sa mère. À ses côtés, Mariam marchait d'un pas ferme, jetant parfois des regards inquiets aux alentours. Elles avançaient en silence, chacune prisonnière de ses pensées. Les champs de mil défilaient, puis la route se rétrécit en un sentier bordé d'arbustes secs. Après 2 heures de marche, elles atteignirent le vieux fromager qui marquait la séparation des chemins. L'un menait vers Koumbala, le village de la tante d'Aïssata, l'autre ramenait vers la maison de Mariam. Aïssata s'arrêta. Son cœur se serra en voyant ce carrefour. « C'est ici » murmura-t-elle. Mariam posa le panier à terre et prit les mains de son amie. « Je voudrais t'accompagner jusqu'au bout,
Mais si je pars trop loin, Moussa dira que je me mêle de ses affaires. Et je dois protéger ma famille. Les yeux d'Aïssata se remplirent de larmes. Tu m'as déjà donné plus que je n'aurais espéré. Merci, Mariam. Elle s'enlacèrent longuement. Mariam glissa un petit sac de toile dans les mains d'Aïssata. Des galettes de mil et un peu d'eau. Ce n'est pas grand-chose, mais ça t'aidera. Puis, sans un mot de plus, Mariam se retourna et reprit le chemin vers le village. Aïssata la regarda s'éloigner jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse derrière les hautes herbes. Elle se retrouva seule. Devant elle, la route vers Kumbala s'étendait, longue, chaude et pleine d'incertitudes. Elle inspira profondément, serra le foulard de sa mère contre elle, et fit le premier pas. Le soleil, haut dans le ciel, frappait la terre rouge comme un marteau de feu. La chaleur ondulait au-dessus du sol, brouillant l'horizon et donnant aux arbres lointains des formes tremblantes. Aïssata avançait lentement, son pagne collé à sa peau par la sueur. Chaque pas soulevait un nuage de poussière qui lui brûlait la gorge. Ses sandales, déjà usées, lui entaillaient les pieds. Elle s'arrêta un instant à l'ombre maigre d'un acacia pour boire une gorgée d'eau. Le liquide, tiède et légèrement terreux, glissa dans sa bouche comme une bénédiction. Mais elle savait qu'elle devait économiser. Il restait encore de longues heures avant de trouver un autre puits. Le silence du midi était lourd, seulement brisé par le bourdonnement des insectes et le cri lointain d'un rapace. Par moments, elle avait l'impression d'entendre des pas derrière elle, mais en se retournant, il n'y avait que le chemin vide. Était-ce son imagination, ou quelqu'un la suivait-il? Elle pensa à Moussa. Était-il déjà avec l'autre femme? Dormait-il paisiblement dans leur maison, ignorant la brûlure du soleil qu'elle affrontait à cause de lui? Son cœur se serra. Le ventre se contracta légèrement, un signe que le bébé réagissait à sa fatigue. Elle posa les mains dessus, murmurant doucement. « Tiens bon, mon enfant. On arrivera bientôt. » Au loin, une petite colline se dessinait. Derrière, elle aperçut la silhouette d'un homme assis sous un arbre. Il semblait l'attendre. À mesure qu'elle approchait, la silhouette prenait forme. Un homme, assis sur une pierre plate, un bâton à la main. Il portait un large chapeau de paille qui cachait une partie de son visage. À côté de lui, une gourde en calebasse reposait sur le sol. Aïssata ralentit, méfiante. Les routes isolées pouvaient être dangereuses pour une femme seule, et encore plus pour une femme enceinte. Mais la soif et la fatigue la forçaient à avancer. « Salam », dit-elle d'une voix prudente. L'homme leva la tête. Son visage était marqué par les rides et le soleil, mais ses yeux, d'un brun clair, semblaient curieusement doux. « Salam, ma fille, répondit-il. Tu marches seule, à cette heure brûlante? » Elle hésita, ne sachant pas combien dire. « Je vais chez ma tante, à Kumbala. » Il hocha lentement la tête, comme s'il comprenait déjà plus que ce qu'elle voulait dire. Puis il poussa la gourde vers elle. « Bois. La route est longue, et tu portes 2 vies. » Aïssata hésita encore, mais la soif fut plus forte. Elle prit une petite gorgée. L'eau, fraîche cette fois, descendit dans sa gorge comme un baume. « Merci, » murmura-t-elle. L'homme la regarda un moment, puis ajouta d'une voix grave. « Méfie-toi de ce qui t'attend après la rivière. Les gens ne sont pas tous bienveillants avec les étrangères, surtout quand elles sont vulnérables. » Ces mots firent courir un frisson dans son dos. Elle le remercia, remit son panier sur la tête, et reprit la route. Mais au moment où elle se retourna pour le saluer une dernière fois, l'homme n'était plus là. Après plusieurs heures de marche, le bruit discret d'un courant d'eau parvint jusqu'aux oreilles d'Aïssata. Son cœur se souleva légèrement. C'était la rivière dont l'homme lui avait parlé. Elle pressa le pas, la gorge sèche, le corps alourdi par la fatigue et la chaleur. Lorsqu'elle atteignit enfin la berge, elle se pencha aussitôt pour remplir sa calebasse. L'eau claire scintillait au soleil, et le murmure du courant avait quelque chose d'apaisant. Elle mouilla son foulard et le posa sur sa nuque pour se rafraîchir. Mais alors qu'elle buvait, un mouvement attira son attention. Sur l'autre rive, 3 hommes la regardaient. Leurs vêtements étaient usés, leurs regards insistants. L'un d'eux chuchota quelque chose aux autres, qui éclatèrent d'un rire sourd. Aïssata sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se redressa, resserrant son pagne autour de son ventre. Les hommes traversèrent lentement l'eau, les pieds glissant sur les pierres, sans quitter ses yeux. Et la femme lança l'un d'eux, un sourire mauvais au coin des lèvres. « Tu vas ou comme ça, seule, dans ton état ?» Elle recula d'un pas, serrant la calebasse contre elle comme un bouclier. « Je vais rejoindre ma famille, » répondit-elle d'une voix tremblante. Le deuxième homme, plus grand, ricana. « Et nous, on peut t'accompagner. Tu sais, la route est dangereuse. » Le troisième s'approchait déjà trop près. Son regard glissait de son ventre à ses mains.
Elle comprit qu'elle n'avait plus le temps d'hésiter, il fallait fuir. Elle fit volte-face et se mit à marcher rapidement le long de la berge, son cœur battant à tout rompre, tandis que derrière elle, des pas lourds résonnaient dans l'herbe humide. Le sol glissant de la berge ralentissait ses pas. La calebasse cognait contre sa hanche, mais Aissata n'osait pas la lâcher, c'était toute son eau pour le voyage. Son souffle se faisait court, ses jambes lourdes, mais l'instinct de survie poussait son corps au-delà de la douleur. Derrière elle, les 3 hommes avançaient rapidement. « Attends !» cria l'un d'eux, faussement jovial. « On veut juste parler. » Elle savait que leur voix mielleuse cachait un danger. Ses mains tenaient fermement son ventre pour protéger l'enfant des secousses. Chaque pas était un combat. Elle aperçut un bosquet plus dense à quelques mètres. Si elle parvenait à s'y cacher, peut-être qu'il la perdrait de vue. Elle bifurqua brusquement vers les arbres, mais ses sandales s'enfoncèrent dans la boue molle, la ralentissant encore. « Elle va pas loin », souffla un autre derrière elle. Le cœur battant, elle se glissa derrière un tronc d'acacia, retenant sa respiration. Les hommes passèrent à quelques pas, leurs silhouettes se découpant entre les branches. Un moustique bourdonnait à son oreille, mais elle n'osait pas bouger d'un millimètre. Ils fouillèrent les environs quelques instants, échangeant des paroles qu'elle ne comprenait pas entièrement. Puis, au bout de ce qui lui sembla une éternité, leurs pas s'éloignèrent, engloutis par le bruit de la rivière. Aissata resta immobile encore un moment, jusqu'à ce que son souffle se calme. Ses jambes tremblaient, mais elle savait qu'elle devait repartir immédiatement, avant que ces hommes ne reviennent. Alors qu'elle reprenait la route, elle se rendit compte qu'elle avait perdu l'un de ses pagnes dans la fuite. Et le soleil déclinait déjà, annonçant la nuit à venir, une autre épreuve. Le soleil glissait lentement derrière les collines, peignant le ciel de rouge et d'orange. Aissata marchait encore, ses pieds meurtris, le corps courbé sous la fatigue. Elle savait qu'il lui restait peu de temps avant que l'obscurité ne l'enveloppe complètement. À cette heure, les cris des oiseaux laissaient place au son plus inquiétant de la nuit africaine. Le hurlement lointain des hyènes, le froissement des herbes où des animaux invisibles se déplaçaient, et parfois, le silence soudain, encore plus menaçant. Elle trouva enfin un petit creux de terre, à l'abri d'un gros rocher, assez profond pour la cacher partiellement. Là, elle s'assit, les jambes repliées, tenant son ventre à 2 mains. Le bébé bougeait beaucoup ce soir-là, comme s'il sentait la tension qui oppressait sa mère. Elle sortit la petite galette de mil donnée par Mariam et en mordit un morceau. La faim la tenaillait, mais elle se força à manger lentement, pour économiser le peu qu'elle avait. Au-dessus d'elle, les étoiles s'allumaient une à une. La nuit semblait immense, presque écrasante. Dans ce silence ponctué de bruits inquiétants, Aissata pensa à sa mère disparue, à Moussa qui dormait sûrement sans remords, et à cette tante qu'elle espérait trouver à Kumbala. Un craquement sec retentit dans l'herbe à quelques mètres. Elle se figea. Ses yeux balayèrent l'obscurité, mais elle ne vit rien. Puis, un autre bruit, plus proche. Elle serra son foulard contre elle, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il attire l'attention de ceux qui approchaient. Le bruit dans l'herbe se rapprochait, lent et régulier. Aissata retint son souffle, priant intérieurement pour que ce ne soit pas un prédateur. Ses yeux, habitués à l'obscurité, commencèrent à distinguer une forme qui avançait à 4 pattes. Un instant, elle pensa à une hyène. Mais lorsque la silhouette entra dans le faible rayon de lune, elle vit qu'il s'agissait d'un chien maigre, le pelage terne et les côtes saillantes. Son museau pointait droit vers elle, guidé par l'odeur de sa nourriture. Il s'arrêta à 2 mètres, grognant faiblement, puis fit un pas de plus. Aissata resserra le panier contre sa poitrine. La faim de l'animal se lisait dans ses yeux brillants. « Va-t'en » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Le chien grogna plus fort, puis bondit soudain vers elle. Dans un réflexe désespéré, elle lança le morceau de galette restant dans l'ombre, loin d'elle. L'animal hésita une seconde, puis courut vers la nourriture, oubliant sa présence. Elle en profita pour se reculer encore dans le creux du rocher, jusqu'à ce que ses genoux touchent la paroi froide. Son cœur battait à tout rompre, et ses mains tremblaient. Pendant de longues minutes, elle entendit le chien ronger bruyamment sa maigre offrande. Puis, le silence revint, aussi lourd qu'avant. Aissata s'adossa au rocher, épuisée, et finit par s'endormir d'un sommeil inquiet, bercé par les sons lointains de la savane. Les premiers rayons du soleil glissèrent sur la peau d'Aissata, la tirant d'un sommeil agité. Ses muscles étaient engourdis par le froid de la nuit, et ses paupières lourdes de fatigue. Mais le jour apportait toujours une pointe d'espoir, même fragile. Elle se remit lentement sur pied, ramassa son panier et reprit la route. L'air du matin était encore frais, et le ciel, teinté de rose, semblait promettre un répit avant le retour de la chaleur écrasante. Après 1 heure de marche, elle entendit un bruit métallique, comme des coups répétés contre la pierre. En avançant, elle aperçut un homme penché sur un outil,
réparant une charrette renversée au bord du chemin. Ses habits étaient couverts de poussière, et un vieil âne broutait non loin. « Salam » lança-t-il en redressant la tête. « Salam » répondit-elle prudemment. L'homme l'observa un moment, puis posa ses outils. « Tu viens de loin, hein? On voit à ton pas que tu as déjà beaucoup marché. » Elle hocha la tête, sans entrer dans les détails. « Je vais à Kumbala, chez ma tante. » Il esquissa un sourire bienveillant. « C'est encore à une journée de marche d'ici. Mais si tu veux, je peux te déposer un bout du chemin avec ma charrette, une fois que je l'aurai réparée. » L'offre sonnait comme un cadeau tombé du ciel. Pourtant, Aïssata hésita. Les routes lui avaient appris que la gentillesse cachait parfois des intentions sombres. L'homme sembla deviner son doute. « Tu peux marcher devant l'âne si tu veux. Comme ça, tu restes à l'aise. » Elle inspira profondément, pesant le pour et le contre. Accepter signifiait avancer plus vite vers Kumbala, mais c'était aussi confier sa sécurité à un inconnu. Après quelques secondes de silence, Aïssata hocha la tête. « D'accord, mais je marcherai à côté. » L'homme acquiesça, un sourire en coin. « Comme tu veux. Je m'appelle Samba. » En moins de 10 minutes, il remit la roue en place et chargea ses outils sur la charrette. L'âne, aux longues oreilles attentives, sembla content de reprendre la route. Samba prit les rênes, et Aïssata marcha à côté, le panier sur la tête, surveillant la piste et ses alentours. La charrette grinçait doucement, accompagnée du pas régulier de l'animal. Au début, ils parlèrent peu. Puis Samba engagea la conversation. « Tu es de quel village ? » ?»« De Boumbara. Enfin, j'y étais. » Il jeta un regard de côté, comme s'il devinait ce que ces mots cachaient. « Boumbara. Je connais. On y dit que le chef ferme les yeux sur beaucoup de choses. » Aïssata garda le silence, préférant éviter d'ouvrir sa blessure devant un inconnu. Mais elle appréciait que Samba ne la presse pas. À mesure que le soleil montait, la chaleur augmenta, et elle finit par accepter de s'asseoir quelques minutes sur le bord de la charrette. La vue depuis là-haut lui permettait de voir plus loin, et étrangement, elle se sentit un peu plus en sécurité. Vers midi, ils arrivèrent près d'un petit marché improvisé au bord de la route. Samba arrêta l'âne. « On va acheter un peu d'eau. Reste près de la charrette, je reviens. » Aïssata descendit, essuya son front et observa autour d'elle. Mais au loin, sur le chemin qu'ils venaient de quitter, elle crut voir une silhouette familière. La silhouette avançait lentement, mais avec une détermination qui fit frissonner Aïssata. Sous le soleil éclatant, elle reconnut un des hommes qui l'avait accosté à la rivière. Son cœur se mit à battre plus vite. Il portait un sac en bandoulière et fixait la charrette comme s'il savait exactement où elle se trouvait. Aïssata jeta un coup d'œil autour d'elle. Samba n'était pas encore revenu du marché. Les autres passants, occupés à marchander ou à charger des paniers, ne prêtaient aucune attention à ce qui se passait. L'homme réduisit la distance. Quand il fut à quelques mètres, il esquissa un sourire qui n'avait rien de bienveillant. On dirait que la route nous réunit encore. Elle fit un pas en arrière, ses mains serrant la lanière de son panier. « Laissez-moi tranquille. »« Oh, je veux juste m'assurer que tu arrives à bon port, » répondit-il avec une ironie appuyée. Avant qu'il ne puisse s'approcher davantage, Samba revint, une gourde d'eau à la main. « C'est qui » demanda-t-il en remarquant l'attention. L'homme haussa les épaules. « Rien qu'un vieil ami. » Samba planta son regard dans celui de l'inconnu. « Alors, vieil ami, reprends ta route. » Le silence dura quelques secondes, lourde comme des pierres. Puis l'homme se détourna, mais Aïssata sentit que ce n'était pas la fin. Elle remonta dans la charrette, le cœur serré, certaine que cet individu n'en avait pas fini avec elle. La route sembla interminable après l'incident au marché. Samba et Aïssata parlèrent peu, chacun absorbé par ses pensées. Le soleil descendait lentement, et enfin, les premières cases du village de Kumbala apparurent derrière une rangée de manguiers. Le cœur d'Aïssata battit plus vite. Chaque pas la rapprochait de la seule personne qui, peut-être, pourrait lui offrir un refuge. Samba arrêta la charrette devant une maison en banco aux murs soigneusement lissés. Une femme robuste, aux pagnes colorées et au regard vif, sortit aussitôt. Son visage se détendit en reconnaissant Aïssata. « Ma fille !» s'écria-t-elle en courant vers elle. Aïssata se laissa envelopper dans ses bras. L'odeur familière de savon noir et de beurre de karité lui serra la gorge. Les larmes montèrent, mais elle se retint, voulant garder un semblant de force. « Entre, dit sa tante. Tu dois être épuisé. » Samba déchargea le panier et salua respectueusement. Elle a marché longtemps. Prenez soin d'elle. Merci, jeune homme, répondit la tante avec un sourire sincère. Une fois à l'intérieur, Aïssata sentit un poids tomber de ses épaules. La maison était simple, mais propre,
avec une natte fraîchement tressée et une calebasse d'eau posée dans un coin. Sa tante lui tendit une assiette de bouillie chaude. « Mange, et après tu me raconteras. » Aïssata acquiesça. Elle savait que la conversation à venir ne serait pas facile. Mais pour la première fois depuis des jours, elle se sentait en sécurité. La bouillie chaude glissait dans la gorge d'Aïssata, apaisant peu à peu la brûlure laissée par la faim. Sa tante s'assit en face d'elle, les mains croisées sur ses genoux, son regard perçant comme celui d'une mère qui attend la vérité entière. « Maintenant, parle, dit-elle doucement mais fermement. Pourquoi es-tu sur cette route, seule, dans ton état ?» Aïssata inspira profondément, puis raconta tout. Moussa et son changement de comportement. Les murmures sur une autre femme. La nuit où il avait chassé, enceinte, dans l'obscurité. Les heures de marche, la rivière et ses dangers, la fuite dans les herbes, la nuit glaciale derrière le rocher, jusqu'à l'arrivée à Kumbala. Sa tante l'écoutait sans l'interrompre, hochant parfois la tête, fronçant les sourcils quand la colère montait dans ses yeux. « Cet homme, dit-elle enfin, la voix grave, n'est pas digne d'être appelé mari. Il a brisé un serment sacré. Et il croit que le monde ne le jugera pas. Mais les ancêtres voient tout. » Aïssata baissa les yeux. « Que dois-je faire maintenant ?» Sa tante se redressa, comme pour donner plus de poids à ses mots. « D'abord, tu vas te reposer. Tu portes la vie, et ta force, c'est ton premier bouclier. Ensuite, tu décideras si tu veux affronter Moussa devant les anciens, ou si tu veux tourner la page pour protéger ton enfant. » Elle posa sa main chaude sur celle d'Aïssata. « La honte n'est pas sur toi, ma fille. Elle est sur lui. Mais tu devras être plus forte que la honte pour continuer à marcher. » Ces mots, simples mais profonds, se gravèrent dans le cœur d'Aïssata. Elle comprit que son chemin ne s'arrêtait pas à Kumbala. Il ne faisait que changer de direction. Les premiers matins à Kumbala furent comme un baume pour Aïssata. Elle se réveillait au chant des coqs, l'air encore frais glissant par la petite fenêtre en bois. Sa tante veillait sur elle comme une mère, lui préparant des infusions de feuilles pour fortifier son corps, et des repas simples mais nourrissants. Chaque jour, elle aidait un peu plus, éplucher le manioc, puiser de l'eau, tresser les paniers en raffia. Ses gestes retrouvaient peu à peu leur vigueur, et son ventre rond, signe de la vie qu'elle portait, semblait aussi gagner en force. Mais la paix restait fragile. Parfois, alors qu'elle lavait le linge au bord de la rivière de Kumbala, son regard se perdait vers la route. Elle craignait toujours de voir surgir la silhouette de l'homme qui l'avait suivie. Un soir, sa tante s'assit près d'elle, un panier de maïs sur les genoux. « Aïssata, il faut penser à l'avenir. Tu peux rester ici, mais il faudra trouver un travail, ou rejoindre les femmes du marché pour vendre quelque chose. » Aïssata hocha la tête. Elle savait que l'enfant aurait besoin de tout, vêtements, nourriture, et surtout d'un foyer où il serait aimé. « Et Moussa » demanda-t-elle. « Moussa » répondit la tante avec un sourire amer. « Si tu veux, on peut convoquer les anciens. Mais souviens-toi, certains hommes n'ont que leur nom. Ils ne savent pas protéger ceux qu'ils doivent aimer. » Ces paroles renforcèrent l'idée qu'Aïssata commençait à nourrir. Ne plus dépendre de lui, jamais. Elle ne voulait pas que son enfant grandisse dans la peur ou le mépris. Le lendemain, elle se leva plus tôt que d'habitude, déterminée à commencer à bâtir quelque chose de nouveau. À l'aube, Kumbala s'emplissait déjà de bruit et de parfums. Les cris des vendeurs, les rires des enfants, l'odeur de poissons fumés, de beignets chauds et d'arachides grillés se mêlaient dans l'air. Aïssata suivait sa tante à travers les allées poussiéreuses, observant chaque étal comme si elle lisait un livre nouveau. Les femmes, assises derrière leurs paniers remplis de mangues, de gombo ou de tissus colorés, semblaient toutes faire partie d'une grande famille vivante. Sa tante la présenta à une vieille vendeuse de beignets, Maman Fanta, connue pour son franc-parler et ses mains rapides. « Elle cherche du travail, » dit la tante. « Elle est courageuse et apprend vite. » Maman Fanta leva un sourcil. « Apprendre vite ? Ici, il faut aussi savoir sourire aux clients, même quand on est fatigué. Et toi, tu portes déjà un bébé. » Aïssata soutint son regard. « Justement, c'est pour lui que je veux travailler. » Un silence pesa une seconde, puis Maman Fanta eut un petit rire sec. « Viens demain à l'aube. On verra si tes mains savent tourner la pâte comme ta langue sait répondre. » Aïssata sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Ce n'était pas encore un salaire, mais c'était une porte qui s'ouvrait. En rentrant à la maison ce soir-là, elle caressa doucement son ventre. « Petit, » murmura-t-elle, « on commence notre chemin demain. » Le lendemain, bien avant que le soleil ne se lève, Aïssata était déjà au marché. L'air frais de l'aube piquait ses joues, et la brume légère donnait aux lampes à pétrole des vendeuses une lueur dorée. Maman Fanta l'accueillit d'un signe de tête, sans perdre de temps. « Lave-toi les mains. Ici, on ne nourrit pas les gens avec la poussière de la route. » Aïssata obéit, puis apprit rapidement à malaxer la pâte chaude,
à façonner les beignets et à les plonger dans l'huile frémissante. Le crépitement, l'odeur, la chaleur qui montait du foyer, tout formait une musique nouvelle. À mesure que les clients arrivaient, elle découvrit aussi l'art de la vente. Sourire, donner la monnaie avec rapidité, et surtout, retenir les commandes dans un tumulte constant. Vers midi, alors que le marché battait son plein, un silence étrange tomba sur l'allée. Plusieurs regards se tournèrent vers l'entrée. Aïssata suivit instinctivement ce mouvement, et son cœur se glaça. L'homme qu'elle avait vu à la rivière, celui qui l'avait suivi jusqu'au marché avec Samba, venait d'entrer. Mais cette fois, il n'était pas seul. 2 autres hommes l'accompagnaient, balayant la foule du regard comme s'ils cherchaient quelqu'un. Maman Fanta plissa les yeux. « Tu les connais ?» Aïssata sentit sa gorge se serrer. Oui, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Les 3 hommes avançaient lentement, leurs yeux fouillant la foule. Aïssata sentit ses jambes trembler, mais elle resta derrière l'étal, serrant un torchon entre ses mains. « Reste ici, » murmura maman Fanta, son regard fixé sur les intrus. L'homme de la rivière s'approcha enfin, un sourire mauvais aux lèvres. « On se retrouve, ma petite. Moussa veut te parler. » Le nom tomba comme un coup de tonnerre. Autour d'eux, plusieurs vendeuses cessèrent leurs activités, flairant le drame. Aïssata sentit la peur monter. Puis quelque chose se brisa en elle. Elle posa fermement le torchon sur la table et fit un pas en avant. « Moussa m'a chassée enceinte, au milieu de la nuit. Je ne lui dois plus rien. Et toi, tu ne m'approcheras plus. » L'homme ricana. « Tu crois que ta voix va changer quelque chose ?» Un mouvement derrière Aïssata attira l'attention. Sa tante s'avançait, suivie de 2 anciens du village, leurs bâtons à la main. « Ici, c'est Kumbala », dit l'un d'eux d'une voix forte. « Les hommes qui s'en prennent aux femmes enceintes ne sont pas les bienvenus. » La foule, attirée par la scène, forma un cercle. Les murmures montaient, soutenant Aïssata. L'homme recula légèrement, surpris par la solidarité inattendue. L'un des anciens leva son bâton. « Repartez, ou c'est nous qui irons dire aux anciens de Boumbara ce que vous avez fait. » Sous la pression des regards et des mots, les 3 hommes battirent en retraite, jurant entre leurs dents. Aïssata sentit un poids énorme quitter sa poitrine. Elle regarda sa tante, qui lui fit un signe discret. « Tu n'es plus seule. » Le soir même, en rentrant chez elle, Aïssata caressa doucement son ventre. Elle ne savait pas encore exactement comment serait son avenir, mais elle avait appris une chose essentielle. Sa voix et sa dignité seraient désormais ses armes les plus puissantes.